poser le diagnostic. Donc, les critères de Inter sont résumés dans ce tableau suivant. Donc, après avoir écarté tout ce qui n'est pas aplasie, donc on passe au diagnostic étiologique. Donc, le diagnostic étiologique commence par l'enquête étiologique. Donc, il faut interroger l'entourage du malade, bien le malade lui-même. Donc, avec l'âge de début, est-ce que ça remonte depuis la naissance ou bien c'est de survenue récente? Le mode de survenue aigu ou chronique d'un syndrome de déficience médulaire, la notion de prise médicamenteuse ancienne ou récente avec notion de phytothérapie ou bien de chimiothérapie, les antécédents personnels hématologiques, hépatiques et infectieux, les antécédents familiaux de cancer, de maladies génétiques, de consanguinité ou bien un cas similaire dans la famille, ou bien une notion d'exposition toxique ou bien ou aux radiations ionisantes, donc habitation près de haute tension ou bien d'une usine à hydrocarbures. Donc, sur le plan clinique aussi, il faut faire un examen clinique qui est exhaustif, donc, et avec les constantes et les mensurations. Donc, les mensurations pour rechercher un retard staturo-pondéral mental, pour rechercher un syndrome dysmorphique, rechercher les anomalies cutanéo-phanériens, rechercher les anomalies ingayales et les anomalies des membres. Et sur le plan paraclinique, demander les sérologies, de l'hépatite B, la sérologie ACMV, faire le karyotype au besoin, demander un bilan hépatique et un bilan immunitaire. Donc, les étiologies sont classées en 3 groupes. Donc, on a les aplasies médulaires congénitales ou constitutionnelles, les aplasies médulaires acquises ou secondaires et les aplasies médulaires idiopathiques. Donc, pour les aplasies constitutionnelles ou congénitales, en premier, nous avons la maladie de Fanconi ou encore anémie de Fanconi ou panstopénie de Fanconi, qui est la plus fréquente des aplasies médulaires constitutionnelles. Donc, elle est caractérisée par une urgence médulaire associée à des malformations congénitales et un risque accru d'empathie myéloïde et de tumeurs solides. Donc, la transmission autosomique récessive le plus souvent débute lors des 10 premières années de vie. Donc, son tableau est classique. Donc, on a sur le plan morphologique une petite taille, une dysmorphie faciale, des anomalies de la peau et une pancytopénie d'apparition secondaire s'aggravant avec l'âge à la numération. Donc, on a un retard staturo-pondéral qui est pratiquement constant et secondaire à un retard de croissance intra-utérin harmonieux associé à un retard intellectuel. Sur le plan de la dysmorphie crânio-faciale, nous avons une microcéphalie, un aspect triangulaire du visage avec micrognathie et une encelure nasale qui est très marquée, associée à une microphthalmie avec hypertolérine et des traits qui sont très fins. Et au niveau des anomalies abdominaux, nous avons une hypoplasie de la rate ou bien un raie en fer à cheval. Toujours sur le plan clinique, nous avons aussi des signes cutanés à type de taches pigmentées café au lait, des taches achromiques et mélanodermes réalisant un aspect sale de la peau qui siège au niveau du cou et du tronc. Nous pouvons avoir aussi des anomalies de la colonne radiale ou bien des pouces qui peuvent être absents, hypoplasiques, surnuméraires, bifides. Mais ces anomalies sont soit unilatérales ou bilatérales, mais asymétriques. On peut avoir aussi une atteinte de l'audition avec ou sans malformation de l'oreille et un risque d'infertilité chez le garçon et la fertilité est diminuée chez la fille. Donc, pour l'anémie de Fanconi, à la paraclinique, l'aplasie médulaire est progressive ou retardée, souvent vers l'âge de 7 à 8 ans. Les premières manifestations sont une macrostose et une thrombopénie. Donc, le karyotype réalisé va montrer de multiples cassures chromosomiques après exposition des cellules, plus souvent les lymphocytes, à des agents alkylants touchant souvent les chromosomes 1, 7 et 11. Le test sur fibroblast est normal et les gènes incriminés, les 4 gènes incriminés sont mutés, ont été clonés donc sur le génome pour confirmer l'aplasie de Fanconi. Donc, le diagnostic anténatal par test de cassure chromosomique sur son fœtal est aussi possible. Donc, son pronostic est bon puisqu'on a une guérison hématologique après la greffe de moelle, mais la difficulté résulte dans la prévention et le traitement des cancers. Donc, comme deuxième entité des aplasies constitutionnelles, nous avons l'anémie de Black-Van-Diamond, qui est une mutation qui survient sur des gènes codants pour les protéines ribosomiques, qui survient avant 2 ans, qui associe une anémie avec un retard de croissance et des malformations à type de syndrome de Pierre-Robin, une malformation des pouces, mais des malformations urogénitales. Et là, on a un risque accru d'empathie maligne.
Comme autres aplasies conçues, nous avons les téloméropathies qui se manifestent par des anomalies de la pigmentation, une dystrophie ongéale, des cheveux qui sont blancs, une calvitie précoce avant 20 ans, une leucoplasie buccale, parfois une hépatosplénomégalie, une dyspnée d'effort et des anomalies de l'auscultation pulmonaire lorsqu'on a une fibrose. On a aussi le syndrome GATA2 qui est fait de lymphœdème, d'anomalies pulmonaires, de surdité, de verrues et de condylomes. On peut avoir aussi le syndrome de Schwamman-Diamond qui associe un retard de croissance intra-utérin et de retard staturopondéral à des anomalies osseuses, une douleur abdominale et une diarrhée graisseuse. Donc ici, un tableau qui résume les aplasies médulaires constitutionnelles. Donc la numération faite avant 1 an qui est normale avec l'hémoglobinurie paroxystique normale qui est nocturne supérieure à 1% avec un syndrome hépatite aplasie typique, on pense aux aplasies médulaires qui est acquise. Maintenant, si l'hémoglobinurie paroxystique nocturne est inférieure à 1%, donc c'est selon l'âge. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand c'est inférieur à 18 ans pour la population pédiatrique. Donc, c'est les tests de cassure qu'on réalise. Donc, quand le test de cassure est positif, on pense à la maladie de Fanconi. Pour les moins, si le test de cassure est négatif, donc pour les moins de 10 ans, c'est les téloméropathies. Pour ceux qui sont âgés de plus de 10 ans, c'est les téloméropathies selon les résultats NGS. Donc, quand c'est positif, on pense aux téloméropathies et quand c'est négatif, c'est les autres aplasies médulaires constitutionnelles. Donc, pour les aplasies acquises, le plus souvent suite à l'ingestion de médicaments tels que les anti-inflammatoires ou bien certains analgésiques, les groupes de bétazones, l'indométacine, le diclofénac, l'ingestion de certains anti-infectieux tels que les sulfamides, les bêta-lactamines, le chloramphénicol, certains antiviraux tels que l'azithromycine, certains antidépresseurs et neuroleptiques ou bien suite à une chimiothérapie. On peut l'avoir aussi suite à une infection des virus tels que l'hépatite B et le parvovirus B19. On peut l'avoir aussi suite à une infection tuberculosique de la moelle. Donc, elle peut être aussi acquise suite à une exposition à des toxiques tels que les radiations ionisantes, les solvants tels que le benzène et ses dérivés, tels que l'intoxication aux enzymes organophosphorés ou bien les pesticides. Donc, pour les aplasies idiopathiques, ils sont plus fréquents, donc cause de 100% des cas. Les sont retenus après avoir éliminé toutes les autres causes d'aplasie médulaire. Elles semblent auto-immunes et évoluent secondairement vers une myélodysplasie, une leucémie aiguë myéloïde. Donc, pour le chapitre traitement, donc en grand tas, nous aurons le traitement curatif. Donc, le but du traitement, c'est de soulager le patient, améliorer la qualité de vie du patient, restaurer une hématopoïèse qui est normale, prévenir et ou traiter les complications. Donc, pour les moyens, en premier, nous avons l'éducation thérapeutique qui commence dès l'annonce du diagnostic. On doit veiller à ce que le patient avec l'aplasie et son entourage ait une bonne compréhension de la maladie. Il faut qu'il sache aussi que les médicaments prescrits sur une longue durée doivent être pris régulièrement et être accompagnés d'un suivi médical régulier. Pour les mesures hygiéno-diététiques en petit 2, donc, il faudrait éviter de manger à l'extérieur des aliments de provenance douteuse, éviter des situations à risque pour le malade telles que les sports, les coups violents pouvant occasionner une hémorragie, avoir une hygiène des mains régulière, surtout avant de manger, éviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse et éviter l'automédication. Donc, pour les moyens symptomatiques, nous avons le support transfusionnel, le sang et ses dérivés. Donc, pour la transfusion, c'est une transfusion de globule qui est phénotypée, déleucocytée, irradiée et compatible dans le système Rhesus de 1 à 5 et le système KEL est de sérologie CMV négative. Donc,